Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Think Global, Act Local, la stratégie d'internationalisation de GoHenry. Alex Zivoder, CEO de GoHenry. Moi, ce que je voulais, donc, c'est qu'on ait d'abord franchi certaines étapes au Royaume-Uni avant de pouvoir commencer à se complexifier la vie en allant à l'international. Et les étapes, c'était une machine d'acquisition client qui soit une machine bien rodée, où les métriques sont maîtrisées, c'est-à-dire qu'on sait les unit economics, c'est-à-dire concrètement, quand je dépense X pour avoir une cohorte, j'attends X mois pour avoir l'argent de retour. C'est les métriques un peu compliquées. Deuxièmement, un produit qui marche bien, donc où il n'y a pas de gap évident, où on satisfait la demande, donc un bon product market fit. Troisièmement, une équipe qui peut faire l'étape suivante, qui est l'international. Cette fintech, basée au Royaume-Uni, a comme vision d'éduquer nos jeunes à la gestion des finances personnelles. Alex nous explique comment 3 parents, au cours d'un match, ont lancé l'aventure GoHenry, qui compte à ce jour 2 millions d'utilisateurs. C'est une véritable épopée avec ses rebondissements, ses surprises, ses difficultés et un travail exemplaire des équipes en matière d'efficacité opérationnelle. Avant de détailler la stratégie d'internationalisation aux États-Unis, Alex nous explique tout d'abord comment la plateforme Crowdcube leur a permis de financer ce projet. Puis il décrit les étapes qui les ont confortés dans ce pas décisif. Après s'être attaqué sans croissance externe au marché américain, GoHenry se penche désormais sur les marchés européens, à commencer par la France. Alex nous livre les secrets de la négociation qui ont précédé le rachat de Pixpay, les raisons qui ont motivé cette acquisition, mais aussi les fonds qui financent ce développement et notamment Revalia. Un must listen si vous avez des projets de développement à l'étranger. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Alex. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour prendre un petit café, pour discuter ensemble de GoHenry. Et j'aimerais adresser un petit mot à Elina, qui a eu la gentillesse de nous mettre en contact. Alex, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans la tech et surtout ton lien avec le Luxembourg? Ça m'a interpellée. Je suis français, 57 ans, père de deux enfants, Oui. 2 filles. Je suis niçois d'origine. Après avoir fait des études en économie, en ingénierie statistique, je suis parti au Luxembourg. Enfin, mon premier job était au Luxembourg et j'ai fait une dizaine d'années autour de la Commission européenne d'Eurostat, l'Office statistique des communautés européennes, vu mon background. J'ai terminé ma carrière autour de la Commission européenne à la fin des années 90 en Russie. Ok. À Moscou. Et après la crise monétaire de 98, je suis revenu au Luxembourg. J'ai travaillé encore 1 an à Eurostat et puis j'ai quitté la boîte et je voulais faire quelque chose de tout à fait différent. Je voulais passer un autre chapitre de ma vie, passer donc du chapitre, je dirais, diplomatie, aide aux pays tiers, aux pays de l'Est en l'occurrence, dans le privé. Et je suis donc rentré dans un groupe européen qui s'appelle toujours d'ailleurs Télé2, qui est un groupe de téléphonie. Et j'étais dans ce groupe pendant 6 ans. J'ai appris le business là-bas. En fait. D'ailleurs, il y a un nom pour cette société en interne, ça s'appelle la Kinnevik Academy. Donc c'est un espèce de MBA en vrai. Et donc j'ai géré 3 boîtes dans le groupe, dont une qui est bien connue au Luxembourg, c'est Tango, l'opérateur mobile. Excellent, CEO en fait, j'ai repris le business qu'avaient créé les deux fondateurs. Et pendant 2 ans, donc j'étais le CEO de Tango. Puis ensuite, j'ai quitté donc la téléphonie pour faire mes premiers pas dans l'e-commerce, parce que j'ai été recruté par Expedia pour lancer Expedia en France. Ah, excellent. J'ai eu Marique Flamand, d'ailleurs, que tu connais peut-être. Non. Qui est passée aussi par Expedia. Très bien. Donc voilà, Expedia pendant 2 ans et demi à peu près. Ouais. Donc lancement de la France, reprise de l'Europe, réorganisation, travail sur la marque. Enfin bon. C'était quelle année ça ? 2006-2008. D'accord.
Et puis donc j'ai quitté en 2008, en novembre 2008, pour rejoindre je voulais faire quelque chose de plus start-up, plus proche, de plus hands-on, qui me rappelait ce que j'avais fait chez Télé2. Télé2 était une société qui laissait beaucoup de mains libres aux dirigeants. Et donc j'ai rejoint comme numéro 2 une boîte anglaise qui s'appelle Viagogo, qui depuis s'appelle maintenant StubHub. Et donc c'est une plateforme de billetterie. D'accord. Billetterie secondaire. Donc j'étais là-bas le COO pendant 4 ans et demi. Et là c'était un gros travail de construction de tout en fait. Toutes les équipes, le produit, la tech, le marketing. T'étais tout seul au départ ? Non. Je suis arrivé, on était déjà peut-être une vingtaine de personnes, je crois. Il y avait un produit, il y avait du revenu, mais c'était surtout très chaotique. Le fondateur étant quelqu'un de très bon pour tout ce qui est deal, mais en interne, il n'était pas bon. Voilà, donc on a fait une très bonne paire pendant ces 4 ans et demi même. Et je résumerai, disons, le Viagogo en une phrase. Quand je suis arrivé, on était dans un pays. Quand je suis parti, on était dans 52 pays. Voilà. C'était international. On appelle ça l'efficacité opérationnelle. Voilà. Et donc, je voulais prendre vraiment un break. Et j'ai pris un break, donc on est en 2013, là, de 6 mois, ce qui m'a permis de vraiment découvrir ma seconde fille, parce que j'étais tout le temps à Londres, tout le temps dans les avions, enfin, en train de voyager. Et donc, j'ai vraiment eu la chance de passer 6 mois magnifiques avec Catherine, ma seconde fille. Et à la fin de cette période, donc, le virus du travail m'avait repris. Et donc là, j'ai rejoint une société qui s'appelait Lynda, comme le prénom, Lynda avec un Y, lynda.com, qui est une société de formation en ligne. Une société californienne à Santa Barbara, qui est juste au milieu entre Los Angeles et San Francisco. C'est une société qui avait déjà une vingtaine d'années, qui était en fait sur un segment très particulier. Donc, ce sont des vidéos faites de façon professionnelle pour permettre aux gens d'acquérir de nouvelles compétences. Quel que soit leur, tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Alors, ça a commencé au début, c'était très focus sur les logiciels, donc apprendre Excel, apprendre Photoshop, apprendre des trucs comme ça. Puis après, c'est devenu de plus en plus, ou apprendre la photo. Après, c'est devenu de plus en plus skill set, donc apprendre management, des trucs comme ça. Ouais. Donc, j'étais en fait en charge de IMEA, donc de l'Europe, Middle East, Africa, c'est un truc américain. Donc, j'étais à Londres. J'avais une équipe à Londres. C'était B2B et B2C. Et on avait racheté une société autrichienne qui s'appelait Video to Brain. Et donc, mon rôle, c'était d'abord d'intégrer la société qu'on avait rachetée au groupe Lynda et de lancer B2C, qui était inexistant. En fait, ils avaient juste une équipe B2B. Et ça s'est très bien passé. En fait, c'est passé beaucoup plus vite que prévu, puisque la société a été rachetée par LinkedIn en mai 2015 pour 1,5 milliard. Et à la clôture de la transaction, donc, tous les fondateurs... toute la C-suite et moi-même au UK, donc on a quitté. Ouais. Et quelques jours après... pas le temps de faire ouf. Non, j'ai même pas le temps de faire ouf. Enfin, je me rappelle que c'était juste le moment autour de l'anniversaire de ma seconde fille que je reçois un coup de fil d'une chasseuse de tête que je connaissais et qui m'a parlé de GoHenry. Ce qui était assez remarquable, c'est incroyable d'ailleurs quand on repense aux événements, c'est que quand elle m'a appelé, je me rappelle encore, j'avais mon téléphone de la main gauche et j'étais en train de clipper sur le frigo de la cuisine, la liste des tâches pour ma fille, qui avait 10 ans. Donc les tâches de la semaine pour qu'elle gagne son argent. J'ai dit, attends, c'est sur Excel et tout. Elle me dit, non, mais tout ça peut se faire avec une application. Aujourd'hui, c'est pas la peine de faire en Excel. Je dis, ah bon? Donc j'étais intéressé. Le nom était bizarre, GoHenry. Et ça m'a intrigué, ça m'a piqué. Après, le reste, c'est l'histoire, comme on dit. Top. Donc, je suis pas fondateur ou cofondateur de la boîte. Ouais. Quand je suis arrivé, la société avait 2 ans et demi d'activité, peut-être 30 000 clients, je crois. Okay. Et c'était une société qui était donc privée, qui n'avait pas de VC sur capital. Voilà, exactement. Et qui, en fait, avait cru jusqu'à ce point-là avec un CEO à mi-temps. C'est pas vrai. Oui, Richard Jones, qui est maintenant Donc moi, j'ai repris les rênes de Richard Jones, qui était le CEO mi-temps, et maintenant, lui, depuis ce temps-là, il est le Chief Product Officer. D'accord. Donc voilà, je dis, wow, c'est pas mal pour qu'une boîte décolle, trouve un produit, trouve un marché avec un CEO mi-temps et puis une équipe d'une demi-douzaine de personnes. Il y a un truc intéressant. Donc ça, c'était un indicateur pour moi assez important. Ouais. Voilà, donc d'abord, j'ai investi dans la boîte, puis je suis devenu CEO de la boîte. Et puis, évidemment,
comme tout fondateur, la première chose qui manque quand on arrive, c'est l'argent. Donc les caisses étaient vides, ou quasi vides. Et donc il a fallu tout de suite s'intéresser à la levée de fonds. C'était un sport que je n'avais pas du tout pratiqué. Okay. C'était tout nouveau pour moi. Et donc levée de fonds, ça veut dire donc vendre une idée, le projet, etc. à des gens qui sont prêts à mettre de l'argent et à perdre ou à faire beaucoup de retours si ça marche bien. Quelle année ? Donc on est en 2015. D'accord. 2015, début 2016. Donc, alors juste, attends, pourquoi ça s'appelle Go Henry ? Alors au début, ça avait un autre nom avant, puis c'était changé en Go Henry. Ouais. C'est Richard qui l'a changé. Henry étant le nom symbolique d'un enfant. Ouais. Go Henry pour dire, vas-y maintenant, Henry. Let's go. Let's go. D'accord. Voilà. Parfait. Et en fait, depuis, on a décliné Go Henry. En fait, c'est Go Solène, Go Alex, Go. La carte dont on va parler maintenant. La carte en fait est personnalisable et l'enfant peut mettre le prénom qu'il veut ou le nom qu'il veut, enfin ce qu'il veut d'ailleurs, derrière Go. Okay, donc c'est vraiment Go, c'est Go qui est important. Ouais. Alors, je te le disais avant qu'on enregistre, j'ai tendance en général dans mes épisodes, à couvrir un thème en particulier, puis ensuite à parler de la façon dont la boîte travaille autour de ce thème-là. Et on a déjà évoqué le sujet de l'éducation financière dans l'épisode que j'ai fait sur PixPay. Donc j'aimerais qu'on parle d'abord de Go Henry, de la façon dont justement tu as amené avec les équipes la boîte là où elle est maintenant, nous parler du chemin. Et puis ensuite, j'aimerais que tu nous parles de l'internationalisation. C'est vraiment un sujet passionnant et qui est assez épatant en termes d'efficacité opérationnelle chez vous. Donc, je pense que tu as beaucoup de choses à partager avec nous. Alors, si on commence par la proposition de valeur de Go Henry, si tu pouvais nous faire le elevator pitch en 1 minute, nous expliquer ce que vous faites et nous partager peut-être les chiffres et l'évolution ces 5 dernières années. C'est Go Henry est une carte de débit pour enfants âgés de 6 à 18 ans, donc enfants et ados, qui vient avec une application visage enfant, visage parent, qui permet aux parents de piloter l'application et aux enfants d'apprendre les bases de l'argent. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est, je dirais, la proposition qui n'a pas changé depuis qu'on a lancé, que l'idée est sur le marché, donc depuis 2012-2013. Et c'est Louise Hill qui avait créé. Louise est une des 3 cofondatrices, oui, tout à fait. Donc c'est eux qui ont mis ce concept sur pied. En fait, en discutant lors d'un match de foot un samedi ou un dimanche, c'était 3 parents, en fait, 3 groupes d'amis qui regardaient leurs enfants jouer au football et puis qui se sont posés des questions sur comment tu fais pour donner de l'argent à ton gosse quand il va acheter un truc sur iPod à l'époque. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Pragmatique. Très pragmatique. En fait, ils ont regardé, ils n'ont pas trouvé de solution. Il n'y avait rien vraiment dans le domaine bancaire qui... En fait, c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Hein. Les banques, en fait, n'offrent qu'un produit qui est en fait une version dégradée de la version adulte d'une carte de débit. Okay, voilà. Et en fait, ils ont compris quelque part, sans faire d'études de marché, un peu intuitivement, instinctivement, qu'il y avait en fait qu'il manquait quelque chose, puisque pour leurs propres enfants, ils voyaient que, donc ils ont dit bon, peut-être qu'on devrait se mettre ensemble et en fait créer une boîte. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc je sais qu'en 2010-2011, ils avaient commencé à gratter un peu l'idée. En 2012, ils ont créé la société. Et fin 2012, en novembre 2012, on a eu notre première transaction. Ouais. Et tu vas pas me croire, mais c'est vraiment la vérité. Si, je vais te croire. Ce que je vais dire, c'est vrai. Donc, Richard a changé donc le nom de la société à Go Henry. Et quand on a fêté nos 5 ans, là, je me rappelle parce que j'étais là, quand on a fêté donc les 5 ans de la société, j'ai demandé à mon équipe data de me retrouver exactement la date de la transaction, de la première transaction. Ouais. Okay. On a retrouvé la date de la première transaction et on était tous surpris de voir que le prénom de l'enfant qui a fait la première transaction, c'était Henry. Non, c'est énorme. Énorme. Top. Donc, voilà. Top, oui. Donc, alors, comment est-ce que donc on est passé de 0 à à 2 millions de clients? Ouais. Voilà. Bon, ça va être dur de résumer en quelques phrases, mais il y a quelques étapes. Après la formation, je dirais, de l'idée, la mise sur le marché, beaucoup de tâtonnements sur quels canaux utiliser pour que ça marche. Et puis, donc, on commence par le truc évident, les écoles, ça marche pas. La presse, ça marche pas. La radio, ça marche pas, etc. Après, on trouve Facebook, ça marche. Okay. Donc ça, c'est là que ça commence. C'était hyper tôt en fait. Ça commence à décoller, voilà, tout à fait. Et puis ensuite, deuxième chose, c'est le produit. Alors, c'était au début une page web. Et puis ensuite, c'est devenu, et c'est là que Richard a mis sa contribution, donc c'est devenu une application. En fait, la première appli mobile
C'était une des premières applis mobiles néo-bancaires. Je ne sais pas si tu te rappelles de Simple, c'est une boîte américaine. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, c'était la même zone, la même époque. Et qui se reposait sur quelle banque? Alors, on a toujours été avec IDT, Ouais. qui est donc c'est une banque très spécialisée dans le domaine des cartes prépayées. Ok. Prépayées. Et donc, ça a toujours été notre partenaire depuis le début, IDT. Et donc, voilà, on est en 2015. L'application est sur le marché et puis Facebook marche. Et 2016, donc, je parlais de 2016, c'est important parce que pendant les 2-3 premières années, lever des fonds, je pensais qu'à ça tous les jours. Ouais. Et donc, C'est l'obsession du CEO. Hein. c'est l'obsession du CEO, c'est assez clair. Surtout quand il n'a pas un gros VC derrière, comme nous. On n'avait pas de gros VC. On avait une ribambelle de petits actionnaires, en fait, des entrepreneurs, des family office, des gens qui connaissaient les fondateurs, les cofondateurs. C'était du love money. Hein. Voilà. Et donc là, on est tombé par hasard. En fait, c'est Crowdcube qui nous a approchés et qui nous a présenté sa plateforme donc d'investissement social, de crowdfunding, qui s'appelle Crowdcube. Que j'ai déjà eu sur mon podcast. Ah, très bien. Et donc, Ouais. Crowdcube, en fait, quand on a regardé en 2016 Crowdcube, on considérait Crowdcube comme étant pour nous une espèce d'assurance. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, on va pouvoir lever 2 millions, 1,5 million, 2 millions de livres via notre réseau. Et puis Crowdcube va mettre le delta à 500 000. Okay. En fait, on a été surpris, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que quand on a ouvert la campagne de financement à notre base client, Ouais. à l'époque, en avril 2016, on avait 60 000 clients déjà. Ouais. En fait, on a été surpris de voir qu'on a passé les 2 millions durant le week-end. C'est-à-dire quand on a ouvert la plateforme aux utilisateurs réguliers de Crowdcube, Ouais. okay, ils ont vu le truc, ils ont dit, ah mais c'est déjà funded, c'est ouf. c'est déjà financé, est-ce que vous allez continuer? C'était la première question sur le forum, ou est-ce que vous allez fermer? Là, on a laissé ouvert, on a laissé continuer. En fait, on a laissé ouvert pour aller jusqu'au maximum possible. Ouais. Et le maximum possible, en fait, à l'époque, il était fixé par un règlement européen Ouais, tout à fait. qui ne permet pas de lever, à l'époque, permettait pas de lever plus de 4 millions de livres. Je crois 5 millions d'euros, je crois. 4 millions de livres sans faire de prospectus. Et ben, donc, on est arrivé à 4 millions. Génial. Voilà. C'est top ça. Et Ils ont c'était pas en eu fait de... un record mondial. Ah ouais, mais ils n'ont pas eu de problème de... Ils avaient fait des petits tests de charge sur Crowdcube. Alors, Crowdcube a eu des problèmes. Pas avec nous, mais avec d'autres levées. Oui, je crois qu'il y a Monzo, il a craché. Il y a aussi récemment une autre société qui... Il y a Conto aussi qui a levé et qui a pas mal explosé les scores. Hein. Ouais, voilà, oui. Voilà. Mais nous, on avait fait c'était un record mondial au sens où on était la première société, y compris les US, hein, parce qu'aux US, c'est pas très développé, enfin, c'était pas à l'époque, qui avait levé autant d'argent en equity sans avoir un VC qui soutient le lever. Et alors, c'est là, en fait, que j'ai compris la dimension sociale de GoHenry. Parce qu'en fait, quand on a commencé à regarder les chiffres, et surtout quand on a commencé à regarder pourquoi les gens n'investissaient pas, parmi nos clients, on avait à peu près 30% 20% de ceux qui avaient répondu à un petit questionnaire avant la campagne qui avaient dit qu'ils ne pouvaient pas investir, sachant que le minimum c'était 10 livres. Ah ouais. Okay. Et pourquoi? Et quand on a creusé pourquoi, parce qu'il y avait un champ libre, mais pourquoi, ils disaient si j'avais 10 livres, je les mettrais. Ah. Et donc là, j'ai compris que en fait, GoHenry, c'est pas du tout un produit pour Chelsea, Westminster. Okay, c'est un produit vraiment global, complètement global. Ouais. Ça m'a ouvert les yeux en fait. C'était mieux qu'une étude de marché parce que là, je dis là, ça c'est un truc, c'est bien. Donc voilà, on a levé dans 4 millions, ce qui nous a permis de commencer à faire notre scale-up au UK. De recruter des gens, etc. Et puis après, on avait fait une deuxième levée 2 ans après. Auprès de Crowdcube, ouais, parce que ça marchait. Soyons pragmatiques. Très pragmatique. Attends, je vais juste peut-être te faire une parenthèse. Tu avais déjà, donc j'imagine, vu que ça t'obsédait, beaucoup de contacts avec le monde du VC. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un fonds qui est sorti du lot et qui a dit « Ok, je crois en votre business model, vous avez de la traction, etc. » Je ne sais pas. Alors, j'avais pas beaucoup de contacts. Enfin, je connaissais quand même quelques VC. Je connaissais Index parce que Index avait été un investisseur chez Viagogo. Mais Index avait backé en fait un concurrent avant que j'arrive, qui s'appelait Osper, et qui donc eux avaient levé 10 millions, je crois. Et nous non.
Et on avait tapé à plusieurs portes. Alors, les raisons sont variables et variées. Je dirais, bon, soit c'est intéressant, revenez me voir quand vous aurez 10 fois plus de chiffres, ou on ne croit pas, l'argent et les enfants, ça ne va pas ensemble. Vraiment, je dirais les trucs classiques. Alors, ce qui nous a aidé quelque part, c'est qu'on a été on a vite vu le succès qu'on a eu sur Crowdcube. Ouais. Et c'est très simple à faire. Hein, en fait. C'est clair. Et quand on pense au travail qu'on doit faire pour pitcher un VC, c'est le jour et la nuit. Ouais, c'est clair. C'est le jour et la nuit. Okay, donc là, le Crowdcube, ça dure 2 mois, intense, et après c'est terminé. L'argent est dans la banque. Oui, et puis tu as une stickiness en plus de tes investisseurs qui sont aussi probablement la moitié, tes utilisateurs. Donc la moitié des 2500 investisseurs qu'on a eu à la première levée de fonds étaient nos clients. Et quand on a relevé en 2016, où on a fait 6 millions de livres, encore une fois, on a eu encore 2500. Donc au total, maintenant, on a 5000 actionnaires. Les 2500 qui sont venus ensuite, la moitié, c'était nos clients. Génial. Voilà. Donc effectivement, il y a une stickiness. Et donc c'est parce que ça a marché qu'on l'a refait. Quoi. Nous, on connaissait la formule. D'ailleurs, j'ai plein d'entrepreneurs qui sont venus me prendre, faire des interviews pour savoir comment ça marchait, pour reproduire. Oui, bien sûr. Et donc voilà. En fait, c'est à la fois, je dirais, les VC, c'était à la fois, je dirais, les résultats. Peut-être qu'on n'a pas été bon à vendre, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu de succès et on a eu du succès côté Crowdcube. Bon, on a suivi la voie qui marchait. Quoi. Voilà. Maintenant, vous avez des VC. Alors, on a sauté la case VC. En fait, Crowdcube a été notre VC. D'accord. En fait, on a sauté la case VC, on est allé dans le growth direct. Voilà, ouais, tout à fait. Avec, tout à fait. Avec Revaillant. Voilà. Et quel est l'autre fonds ? Edison. Donc le list, en fait, c'est Edison, qui est un fonds américain. Ok. Et donc là, en 2016, en fait, donc, on a levé les 6 millions pour lancer les US. Voilà, donc les US, en fait, sont arrivés très tôt. Ouais, mais alors quand tu dis pour lancer les US, comment est-ce qu'on se prépare à lancer les US ? Sachant que le gros de l'équipe est en Europe, vous aviez encore personne à l'époque, j'imagine, aux US. Comment est-ce que tu prépares ta stratégie ? Quelles sont les métriques que tu as en tête ? C'est dans quel état d'esprit à ce moment-là ? D'abord, on regarde... alors d'abord, il faut avoir vraiment une volonté de le faire, parce que c'est pas évident. Hein. Mais moi, quand je suis arrivé et que j'ai pris les rênes de Gohen, j'avais en fait dit au board, j'avais demandé au board, au conseil, avant qu'on se mette d'accord, j'ai dit, est-ce que vous souhaitez aller à l'international ? Parce que si c'est pas le cas, ça m'intéresse pas. Okay. Et oui, il m'avait dit oui, à partir du moment où c'est fait au bon moment, quoi. Mais il faut une volonté, sinon c'est dur. Donc moi la volonté je l'ai depuis, on n'a pas changé, donc on est allé à l'international. Après on déroule. Alors, après on déroule, oui. Donc d'abord on regarde quand. Ce qui est important, il y a toujours en entreprise le paramètre le plus important, c'est le temps. Quand se font les choses, quand faire les choses, quand pas faire les choses, etc. Le temps, c'est dimension numéro 1 à avoir en tête. Et moi, ce que je voulais, donc, c'est qu'on ait d'abord franchi certaines étapes au Royaume-Uni avant de pouvoir commencer à se complexifier la vie en allant à l'international. Et les étapes, c'était une machine d'acquisition client qui soit une machine bien rodée, où les métriques sont maîtrisées, c'est-à-dire qu'on sait les unit economics, c'est-à-dire concrètement, quand je dépense X pour avoir une cohorte, j'attends X mois pour avoir l'argent de retour. C'est une métrique un peu compliquée. Deuxièmement, un produit qui marche bien, donc où il n'y a pas de gap évident. Okay, on satisfait la demande. Donc un bon product market fit. Troisièmement, une équipe qui peut faire l'étape suivante, qui est l'international. Attends, et juste petite parenthèse sur le product market fit. Comment tu peux valider ce product market fit, sachant que tu n'es pas sur le marché ? Vous faites des tests à ce moment-là ? Là, je parle du UK. Là. Oui, pour les UK, d'accord. Voilà, mais pour les US ? Alors, j'arrive. donc, avant de faire le deuxième pas, il faut faire le premier pas, qui est donc tout ça. Okay, et puis évidemment, il faut, quatrième chose, les fonds. Bon, d'où la levée de fonds en 2016. Donc en 2016, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a regardé, on a fait une première étude de marché desk. On a regardé l'Europe, les US, on a comparé, et en fait, on est arrivé à la conclusion suivante. Sans avoir mis les pieds aux US encore. La taille des marchés était équivalente, à peu près, marché adressable. Mais il y avait la complexité, je dirais, régulatoire était la même. C'est-à-dire que... c'est le bordel dans les deux cas. Non, finalement, non. C'est assez... non. Enfin, bon, oui, c'est compliqué, mais c'est pas non plus la mer à boire. C'est donc... pour que j'explique en 2 mots, sans rentrer dans le détail trop technique, comment ça marche au UK, et puis c'est à peu près l'équivalent aux US. Au UK, donc, la carte qu'on offre, qui est une carte donc, prépayée de débit,
elle s'adosse, en fait, elle est techniquement offerte par la banque. Notre banque est IDT. Okay, et nous sommes en fait qu'un revendeur de services. En fait, nous faisons le marketing. Okay, mais toute la contrainte régulatoire, c'est eux qui l'ont et ils nous la passent quand il faut nous la passer. Voilà. Ce schéma simple, en fait, nous permet de concentrer nos ressources sur la vente, le produit. Okay, acquisition client et produit, et pas sur le régulatoire. Voilà, ça c'est très important. La même chose existe aux US. C'est juste, ça s'appelle un peu différemment, mais c'est le même concept. Et donc, quand on est allé aux US, on a regardé le marché bancaire et on est client d'une banque qui s'appelle CFSB, voilà, qui est l'équivalent de IDT au Royaume-Uni. Mais avant de rentrer aux US, on a regardé donc la complexité technologique, la complexité régulatoire, et puis surtout, en fait, la complexité opérationnelle. Et c'est là que la différence est faite entre l'Europe et les États-Unis, c'est que l'Europe, c'est 15 pays, 15 langues, 15 cultures, 15... voilà. C'est compliqué. Aux US, je dirais pas que c'est une langue, une culture, etc., parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même un peu plus unifié que l'Europe qui est très fragmentée. Et donc, même si le temps de travail, les efforts, etc., pour lancer l'Europe, c'était plus ou moins la même chose que pour lancer les US, le retour sur investissement dans le temps, à cause donc des difficultés, je dirais, du coût opérationnel, nous semblait inférieur aux US. Et la deuxième chose, c'est que le marché européen n'était pas prêt, en fait. Pourquoi ? Parce que donc, les usages n'étaient pas là. Ouais. L'usage de la carte était plus limité. Par exemple, au Royaume-Uni à l'époque, donc on est en 2016, 2016, 2017, 2018, au Royaume-Uni, faire des achats par carte n'importe où en contactless, je dirais pas que c'était partout, mais ça commençait à devenir très courant. Ouais. En Europe, il y avait des endroits où non seulement on ne pouvait pas faire le contactless, mais on ne pouvait même pas utiliser la carte parce qu'il fallait faire au minimum 5 € ou 10 € de transaction. Ouais. Il fallait faire des chèques. Non, il fallait faire des chèques. Okay, voilà. Ouais. Et là, je parle encore de l'Europe, la France. En Allemagne, c'était à l'époque le cash. Ouais, okay, c'est vrai. Voilà. C'est vrai ouais. Donc voilà. Donc tout ça fait que, en fait, on pensait que sur ces indicateurs faibles, l'Europe était un peu moins avancée que les US. Alors les US, eux, c'est un autre pataquès. C'est-à-dire que les US, là-bas, c'est la carte de crédit qui est super développée. Ouais. La carte de débit, c'est une nouveauté. Ouais. Okay, voilà. Donc il y a ces nuances. En fait, le marché britannique est très avancé par rapport au reste du monde. Et en fait, on s'est aperçu plus tard qu'on a eu la chance d'être né sur les îles britanniques, parce que sinon, on aurait eu beaucoup plus de mal. Voilà, donc on lance ensuite, donc on lève l'argent et on lance les US. Alors, on a eu un autre avantage, c'est très important quand on fait l'international. C'est comment est-ce qu'on lance, avec qui on lance les équipes. Ouais. Okay. Donc moi, comment on recrute ? Est-ce qu'on fait venir des gens du siège là-bas ? Voilà, il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs, je dirais, routes possibles. J'en ai fait plusieurs chez Expedia, chez Viagogo, chez Télé2. Donc j'avais vu un petit peu là ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait surtout pas faire. Et la chose qui marchait le mieux, c'était quand un des dirigeants de la matrice fondatrice était quelqu'un qui venait du pays. D'accord. Ça, c'est la configuration la meilleure. Comme ça, tu as la culture. Voilà, tu as la culture d'entreprise, la langue et tout ça. La langue, et tu as surtout toute la connaissance du produit, la techno, etc. Voilà. Parce que recruter quelqu'un, un GM, localement, quelles que soient, je dirais, les qualités intrinsèques de la personne, ça ne sera jamais pareil. Et puis surtout, sa distance. C'est ça, pré-Covid, à distance. Voilà. Et donc, l'un de nos cofondateurs, donc Dean Brower, qui est canadien, de Toronto, voulait retourner au Canada pour des raisons personnelles. Et on en a profité pour, en fait, on s'est accroché à Dean qui est parti au Canada et on a lancé les US avec Dean. Et donc, pendant peut-être 2 ans, je crois, de 2018 à 2019, Dean était tout seul. C'était lui, les US, c'était lui. Ah oui, c'était lui. Et vous n'aviez pas une stratégie de croissance externe, de l'acquisition ? Non, pas encore. Non. D'accord. On n'a pas les fonds. Et donc, tout, en fait, je dirais les premiers mois, c'était Dean qui pilotait les équipes anglaises pour lancer les US. Et donc, c'était un gros effort au niveau de la société
pour détourner des ressources qui auraient pu être allouées au marché anglais pour le mettre sur le marché américain. Hein. Voilà, donc Et l'attraction est venue comment? Est-ce que vous avez vu un moment où ça a décollé? Comment ça s'est passé? Non, c'était progressif. C'était très similaire à la croissance britannique. UK, d'accord. Qui n'a pas non plus été, je dirais, exponentielle. Ça a toujours été relativement prévisible. Ok. Et donc, c'était en fait, alors, ne sachant pas mieux faire, on a simplement réappliqué les techniques qu'on avait vues marcher au Royaume-Uni. Ouais. On les a exportées aux US. Et ça marchait. Certaines ont marché, d'autres n'ont pas marché. Pour s'adapter au marché. Mais en gros, c'est le même besoin est là. Les parents adorent le produit, sont en attente de ça. Les parents, même aux US, sont beaucoup plus ouverts à l'idée de l'éducation financière qu'au Royaume-Uni, qui est déjà très avancé, parce que eux-mêmes, en fait, certaines couches de la société américaine ont beaucoup souffert de ce qu'ils appellent le credit card binge. Donc, quand ils avaient 16, 17, 18, 20 ans, ils avaient 10 cartes de crédit. Et ils passaient donc d'une à l'autre, et puis ils ont eu des cauchemars. Et ils nous disent, on ne veut pas que nos enfants passent ces erreurs. Erreurs. Donc c'est pour ça que GoHenry ça a relativement bien pris. Vous avez combien d'utilisateurs maintenant? Alors maintenant, on a dépassé 2 millions d'utilisateurs entre UK, US, et maintenant avec PixPay, on est au-delà de 2,2, je crois, ou 3. Et aux US, ça représente combien? Alors, on ne fait pas de breakdown par pays, mais le UK est le principal, mais les US décollent vite. Voilà. Donc, après, le reste, c'est la transformation suivante. Ça a été la levée de fonds, notre première levée de fonds institutionnelle, la série A. Au 3e trimestre 2020. Donc auprès des deux fonds dont tu parlais. Donc on a commencé avec Edison, fonds américain qui investissait dans la fintech depuis des années déjà, qui a toujours d'ailleurs 2 marques qui étaient en B2C et qui donc avaient une exposition au monde B2C. On a clôturé un round avec eux. Et puis, au 2e close, on a eu City Ventures et Revaya. D'accord. Qui se sont joints pour faire donc une levée de fonds de 40 millions. Top. Alors, tu as parlé de PixPay, parce que récemment, vous avez annoncé l'acquisition de PixPay en France. Comme je disais, j'avais eu Benoît qui était venu parler. Super intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez... Alors, vous avez les US, ça marche. Maintenant, l'Europe, ça revient à nouveau dans votre strate, dans votre feuille de route. Pourquoi est-ce que vous avez commencé par la France? Vous n'avez pas attaqué, je ne sais pas moi, l'Espagne ou le Benelux. Est-ce que c'est un marché que vous connaissiez déjà? Est-ce que c'est parce que tu es français? Finalement, qu'est-ce qui vous a décidé d'aller en France? C'est un gros marché, mais il y en a d'autres. Oui, alors c'est le plus gros marché avec l'Allemagne sur le continent. C'est très simple, c'est le marché le plus avancé sur le continent. Voilà. Donc c'est un marché... Quand tu dis plus avancé, c'est-à-dire à quel niveau? Il y a le plus de concurrents, il y a le plus en termes relatifs. Je dirais la France par rapport aux autres pays européens. En termes relatifs, donc, c'est là où il y a le plus de concurrence, le plus d'utilisateurs. Voilà. Donc la première traction, c'était... En fait, nous, on a regardé... C'est un marché naturel. Voilà, exactement. Où est-ce que ça décolle, je dirais, naturellement. Alors, là, encore une fois, en Europe, on a regardé, comme on avait fait pour les US, on a regardé donc, les deux routes possibles, qui sont croissance organique et croissance inorganique. Donc en croissance organique, on a regardé sur l'Europe, on a commencé à faire des tests pour voir s'il y avait de la demande sur les différents pays. La France décollait bien. Donc là, on s'est dit, bon, on pourrait éventuellement y aller en organique. Donc ça veut dire, en fait, on traduit tout en français et puis on se lance. Et pour travailler avec quel partenaire bancaire? Vous aviez déjà identifié? Non, alors il fallait changer. Il fallait avoir une autre banque là parce que IDT n'avait pas de licence pan-européenne. Et donc là, on a eu des contacts avec des banques. On aurait pu, si on avait fait un organique, trouver une banque sans problème. D'accord. Il y a plein d'acteurs dans ce domaine. Et donc, en même temps que on faisait notre travail organique, moi j'avais ouvert un chantier inorganique qui est donc croissance externe. Et j'ai fait des entretiens avec les concurrents français. Voilà, exactement. J'ai parlé à tout le monde. Pour moi, le critère un des critères les plus importants, c'était le fit personnel. Parce que finalement, en fait, mon idée, c'était quand on va trouver, si on trouve une société avec laquelle on peut travailler, on va donner les clés en fait de la croissance à cette société. Donc, bien sûr. Que les gens auxquels on donne les clés, faut qu'on ait les mêmes valeurs. Il faut que ça marche, voilà.
Et donc Benoît, Caroline et Nicolas, qui sont les 3 cofondateurs de PixPay, et je dois dire qu'il y a eu très vite un fit. Et depuis ça s'est confirmé. Hein. C'est un partenariat vraiment. J'adore cette équipe. Ouais. Et je pense que ça va faire un tabac. Top. Ça a duré longtemps les négos ? Ça dure combien de temps des négos dans ce cas-là ? Je rentre un peu dans le détail, oui, moi j'aime bien. Ça a commencé, les premiers contacts c'était en fin novembre, début décembre je crois, 2021. Ouais. Ça s'est terminé, quand est-ce qu'on a annoncé ? On est en fin juin, Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Et puis, attention, il ne faut pas oublier que les négos sont toujours contexte. Il faut toujours prendre le contexte. Okay ? Nous, on a fait nos négos dans un contexte de dégringolade des marchés. Ouais. Hein, on a commencé en novembre. On a commencé les toutes premières discussions en novembre quand le marché était haut. Et puis, on a terminé en juin quand le marché s'était cassé la figure. Enfin, il continue à se casser la figure. Okay ? Et donc, tout ça fait qu'il a fallu aussi réajuster. Donc, les négos étaient plus longues à cause des réajustements. Voilà. Ouais. Mais bon, finalement, donc on a trouvé, je pense, un très bon deal pour les 2 parties. On est très contents d'être ensemble. Hier, je rentre de Londres. On a fait une journée stratégique avec PixPay et mon équipe GoHenry et on est super contents d'être ensemble. Vraiment, c'est cool. C'est un beau mariage. Grande famille, très bon mariage. Génial. Très bon mariage. Alors, dans ce cas-là, j'aime bien que tu nous livres un peu aussi les coulisses vis-à-vis de ton board. Est-ce que tu es challengé, bien sûr, sur le choix, mais quels sont les critères qui sont ressortis dans les discussions avec tes board members ? Critère numéro 1, est-ce qu'il y a un fit stratégique ? Ouais. Donc, qu'est-ce que PixPay apporte ? Et qu'est-ce que nous, on apporte à PixPay ? Parce qu'il faut que ce soit bilatéral, sinon ça ne marche pas très bien. Là, c'était, je dirais, évident, c'était un fit très simple, c'est un fit géographique, sachant qu'on avait culturellement très bon fit, produit, même vision, exécution, même vitesse, qualité du produit, pareil. Voilà, donc je dirais les critères de base, et même modèle économique, parce que c'est aussi un modèle d'abonnement, etc. Ouais. Voilà, c'était des tic partout. Voilà, et donc après, nous, on avait l'avantage par rapport à PixPay d'avoir 5 ans de plus d'activité, donc on sait par où ils vont passer, puisqu'on a fait le même chemin, on sait plus ou moins par où ils vont passer, donc on peut, je dirais, maîtriser un peu mieux le risque que si c'était un VC qui mettait de l'argent. Donc on sait où sont les pièges, on sait voilà. Et c'est ce que d'ailleurs recherchait PixPay. En fait, la raison pour laquelle PixPay était intéressé, c'est que accéder au capital, c'est la bataille numéro, c'est le nerf de guerre. Ouais. Et en s'accrochant à un groupe plus gros, on est ensemble, on aura plus de chances. Et donc ça, c'était la deuxième raison. Stronger together. Voilà. La deuxième raison pour laquelle le conseil était derrière cette opération, c'était ensemble, on va lever de l'argent beaucoup plus facilement. Ouais. Voilà, parce qu'on a donc une histoire, on n'est plus juste projection Excel, c'est vrai maintenant. Ok, génial. Pour finir ce super beau tour d'horizon de ce que vous faites chez GoHenry, est-ce que tu pourrais quand même partager avec nous la stratégie d'internationalisation en Europe ? Donc la France, c'est le premier pays. Oui. Et après ? Alors, le deuxième a déjà été lancé, pas par nous, mais par PixPay, c'est l'Espagne. Ah ok, je savais pas, super. L'Espagne a été lancée en novembre. Ouais. L'Espagne décolle même mieux que la France, je dirais à timing équivalent. 8 mois après le lancement, PixPay a pénétré plus de parts de marché en Espagne qu'en France. Donc ça, c'est super. Les coûts d'acquisition sont même équivalents à ce qu'ils étaient en France. Donc là, je dirais pour l'instant, ça, c'est le cas idéal pratiquement. Tout va bien. Mais je suis sûr que PixPay va tomber sur des cas moins idéaux et il faudra changer. On va s'adapter. Ouais. Ensuite, donc, on a dans nos plans de lancer l'Italie. Okay. Ça devrait se faire d'ici quelques semaines. Et puis derrière vont suivre l'Allemagne et d'autres pays européens. L'idée de Benoît et de son équipe, c'est d'être le leader européen. Nous, on veut être le leader mondial. Très bien, donc les deux sont très compatibles. Et voilà, donc en fait, on se voit comme une espèce de gros VC qui finance cette activité, PixPay, et qui est là pour... Ce qu'on veut, c'est juste créer un cadre dans lequel les deux sociétés, GoHenry et PixPay, mutualisent leur savoir-faire, échangent ce qu'ils trouvent d'intéressant sur leur marché, et grâce à ces échanges, en fait, la croissance, elle vient de là. Ouais. La croissance vient du partage d'idées innovatrices qui marchent, et aussi de choses qui ne marchent pas. Ouais. Ça ne vient pas de synergie coût, parce qu'à cette échelle-là, il y a pas beaucoup de coûts de toute façon. Donc, la première chose qu'il ne faut pas oublier quand on fait une fusion-acquisition, c'est vrai que economies of scale,
c'est important. Mais dans Economies of Scale, il y a le mot scale. Il faut arriver d'abord à scale. Et puis après, on peut faire des économies. Et pas l'inverse. L'économie, il n'y a pas de scale. Ouais. Et le nom va rester, PixPay ? Pour l'instant, oui. C'est pas mais on est tout à fait ouvert. On se tapera ce problème quand PixPay aura des millions de clients à ce moment-là. Ce sera quelque chose qu'on va régler. Mais écoute, merci, c'était super intéressant. Je termine toujours sur une recommandation. Alors parfois j'oublie, mais aujourd'hui j'ai pas oublié une recommandation d'ouvrage. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous recommanderais avant de partir ? Il y a un livre, il y a même une branche plutôt, je dirais, de livres qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, devrait intéresser tous les entrepreneurs. C'est le stoïcisme. Ouais. Et il y a en particulier un auteur que j'adore, qui est Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est un empereur romain qui est connu pour ses conquêtes au nord en Allemagne, etc. Mais qui est aussi connu parce que c'était un espèce de roi philosophe. Il écrivait quand il était en train de guerroyer avec les Germains, par exemple, ou les Hongrois. Il écrivait des pensées, des aphorismes, la nuit. Bon, bref. Et j'adore ce livre parce que c'est un livre. Une chose qu'un entrepreneur n'a pas beaucoup, c'est pas beaucoup de temps. Alors, la chose qui est bien avec Marc Aurèle, c'est qu'on peut rentrer n'importe quelle page et on peut lire une seconde ou une journée et on en ressort quelque chose. Donc, ça, la première chose, c'est que c'est facile d'accès. Ouais. Surtout la version anglaise. Je vois que parce que Alex a pris son livre avec lui. Oui, il y a toutes les pages qui sont cornées. Ah oui, toutes les pages sont cornées parce que. Alors, et pourquoi c'est important ? Parce que l'entrepreneur, il est constamment confronté à des problèmes. Okay ? L'obstacle, c'est l'obstacle sur le chemin. Et la philosophie stoïcienne, c'est en gros de dire, enfin, ça c'est une des choses, je ne vais pas résumer le stoïcisme dans cette phrase, mais l'obstacle sur votre chemin, c'est l'obstacle est le chemin. Ouais. Voilà. Donc quand vous êtes en face d'un problème, un entrepreneur a toujours un problème, ok ? Il faut, non mais c'est en le réglant. Ça fait partie du truc. C'est en le réglant qu'on continue. Ouais. Et c'est de là, en fait, c'est la source de l'énergie de l'entrepreneur et de l'idée, elle vient de l'obstacle. Sans obstacle, il n'y a pas d'entreprise. Ouais. Okay ? Très juste. Et voilà. Et alors, il y a plein de petites phrases, des aphorismes. J'adore. Voilà. Donc, c'est un livre que je conseille à tout le monde, surtout aux entrepreneurs, quand ils sont en désespoir ou même quand ils sont en espoir et qu'ils se font trop d'illusions. Revenez sur Terre avec Marc Aurèle. Méditation de Marc Aurèle. Merci. En français, c'est les pensées. Ça, c'est la version anglaise. Meditation. Ah, ok. En français, c'est les pensées. Les pensées de Marc Aurèle. Voilà. Et je crois qu'on me l'a déjà recommandé en plus. Voilà. Merci, Alex. C'était super intéressant. Tu as été hyper généreux en explications. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!